Bon, merci beaucoup d'être là pour sans doute partager une passion commune pour la musique. Et un moment un peu privilégié puisque grâce à mon réseau d'influence très très performant, j'ai réussi à faire venir de Toulouse Benjamin et de Paris Margot. Donc c'est une opération menée de longue haleine. Il me semblait indispensable, plutôt que de diffuser de la musique enregistrée, que vous bénéficiez de véritables musiciens professionnels pour illustrer un sujet qui est difficile à définir avec des mots. Il le sera plus avec des sons et de la musique. Mais en tout cas, j'étais très partagé sur le fait d'appeler musique pour l'âme sur l'affiche, puisque c'est très peu explicite. Mais on va essayer de faire un voyage un peu spécial qui utilise, on va dire, la construction de la musique et le message de la musique pour comprendre comment l'âme humaine peut s'inspirer, peut respirer à travers la musique et peut trouver des voies de mouvement qui sont peut-être plus difficiles à capter ou à initier par d'autres moyens. Je voulais préciser que je vais faire part de ma propre expérience dans le domaine. J'écoute de la musique depuis très longtemps, je fais de la musique aussi, et très sincèrement, par rapport à ma voie philosophique, j'ai trouvé des très bonnes connexions très rapidement avec la construction de la musique et le message de la musique. Et c'est ce qui motive ma volonté de le transmettre et de vous le faire partager. Donc, nous allons en fait utiliser plusieurs extraits de pièces musicales classiques connues, et je voudrais rassurer tout le monde sur le fait qu'il ne s'agit pas là de restreindre le champ d'expression musicale à un domaine en particulier. Je suis pour ma part très éclectique dans les écoutes et dans ma pratique musicale, dans tous les domaines de la musique, sans distinction. Aussi, je ne voudrais pas qu'on pense que parce qu'on va surtout utiliser des morceaux de la musique dite classique, j'exclus toute autre forme d'expression musicale. Ce n'est pas le cas. Et c'est loin même d'être le cas. Mais, pour des raisons pratiques et probablement de la connaissance ou de la notoriété de certains de ces morceaux, ça va vous aider à comprendre comment la construction de ce message musical peut amener véritablement une guidance intérieure et un vrai parcours dans ce que je peux appeler le voyage qui nous conduit de l'homme extérieur vers l'homme intérieur. On va l'appeler comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé le sujet « Musique pour l'âme ». Dans la réalité, on va expérimenter ce qu'on peut qualifier de mouvement de la conscience à l'intérieur de l'âme, à partir du support et à partir de la guidance de la musique. Voilà le titre que j'aurais dû écrire sur l'affiche pour être le plus explicite possible, mais c'était plus simple de parler de musique pour l'âme. Alors, pour ne pas occuper trop de temps en parole, je vais demander à nos deux musiciens de nous mettre en condition, dans le bon sens du terme, avec un premier morceau. Nous vous écoutons.
effectivement, merci beaucoup. Un vrai voyage intérieur. Tu nous racontes un peu de quoi il s'agit? Alors, c'était la méditation de Thaïs. Donc, c'est tiré d'un opéra de Massenet, compositeur français. Donc, le personnage principal, c'est Thaïs. Et là, on avait l'extrait au moment où Thaïs médite et rentre en méditation, donc en voyage à l'intérieur d'elle-même. Ce passage. Merci. Sur la diapo qui est face à vous, il y a une représentation très particulière d'un dieu grec qui s'appelle Apollon. Et c'est une toute petite pièce, en fait c'est une assiette qui doit faire une vingtaine de centimètres de diamètre, qui est dans le musée du temple de Delphes, et que j'ai photographié à l'occasion de mon voyage. Et ce que vous voyez dans le cercle, en fait, c'est le fond de l'assiette, hein, c'est la partie centrale de l'assiette. L'énorme intérêt de cette image, c'est qu'elle exprime de la façon la plus explicite, de mon point de vue, de philosophe en tout cas, la vision que les Grecs de l'époque, de cette époque-là, avaient du dieu de l'harmonie, qui se présente sous la forme de ce personnage, coiffé avec une couronne de laurier, et qui porte dans les mains une lyre à 7 cordes. Et vous voyez en bas, sous sa main gauche, une coquille de tortue, qui sert de résonateur pour les 7 cordes. Et devant lui, il est en train de faire une libation à un corbeau, et c'est ça qui est étrange, qui représente la lumière. C'est assez commun dans la vision symbolique que le corbeau, qui est évidemment noir, représente la lumière, puisqu'Apollon est considéré comme un des dieux solaires ou un des dieux de la lumière les plus importants dans le monde grec. Alors pourquoi cette image est importante? Parce que toute la musique que nous écoutons aujourd'hui, à travers un personnage très inspiré d'ailleurs par Apollon, qui s'appelait Pythagore, a comme source, au moins pour la musique occidentale, le monde grec. Alors encore une fois, loin de moi l'idée d'exclure toutes les autres sources de la musique, et Dieu sait s'il y en a, dans toutes les traditions et toutes les cultures. Mais il se trouve que si on peut jouer sur un violon et sur un piano la méditation de Thaïs, et si Jules Massenet a pu le composer, c'est parce que Pythagore et ses disciples de son école ont jeté les bases de la construction musicale dans l'esprit de ce qu'ils considéraient comme le plus important, c'est-à-dire s'inspirer des structures de l'univers. Et selon ce que les pythagoriciens racontaient, il n'y a pas dans l'activité humaine de possibilités plus hautes que de contempler le fonctionnement et l'harmonie de l'univers. Pour le dire simplement et d'une autre façon abordable. Considérant pour lui que l'univers produit de la musique. Voilà. Et cette musique, qu'il avait d'ailleurs qualifiée de musique des sphères, était exprimée par l'ensemble des mouvements des astres et de tous les cycles vitaux, de tous les cycles vivants de la nature. Cette conception de la musique, en tant que philosophe et musicien, m'a beaucoup aidé pour comprendre pourquoi la musique avait autant d'impact et dégageait autant de force dans ma propre recherche intérieure, et pourquoi elle avait un pouvoir si important sur les comportements humains. Vous savez, il y a le fameux proverbe « la musique adoucit les mœurs ». Si ce proverbe est apparu, c'est qu'il doit y avoir quelques raisons utiles et quelques raisons intéressantes. Voilà pourquoi, à partir de ce modèle, on va dire grec, ancien, je me suis inspiré d'une conception de la musique qui est d'ailleurs assez étrangère, puisque le mot musique vient d'un mot grec musiké, et qui est, on va dire, une perception beaucoup plus large de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la musique,
et surtout en rapport avec les 9 muses qui se trouvent derrière vous, en face Apollo, là-bas, hein, sur le mur du fond. Voilà. Les 9 muses, voilà, qui sont, c'est un peu la gymnastique aussi pendant la conférence, mais rassurez-vous, ce sera une fois. Les 9 muses sont les compagnes inséparables d'Apollon, c'est-à-dire qu'elles vont servir d'intermédiaires entre les impulsions apportées par Apollon et les humains. Voilà. Et parmi les 9 muses, il y en a 2 en particulier, mais dont une plus spécifiquement, qui est dédiée à la musique instrumentale. Donc vous voyez, c'est peu de choses comparativement par rapport aux 8 autres qui englobent beaucoup d'autres éléments de l'activité humaine considérés comme musicales. Pour bien comprendre le parcours que je vais vous proposer, on va partir du modèle grec de la conception de l'univers et de l'homme, et vous allez voir comment on va arriver à mieux comprendre comment notre propre être réagit à la musique. Chez les Grecs, la conception de ce qu'est l'âme est assez différente, du point de vue philosophique, de ce que nous avons l'habitude de connaître. Disons que, grosso modo, il y a un peu confusion entre âme et esprit aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas chez les Grecs. Il y a bien 3 dimensions dans l'homme, une dimension physique, que les Grecs appelaient soma, une dimension animatrice, que les Grecs appelaient psyché, c'est l'âme, et une dimension spirituelle, purement spirituelle, que les Grecs appelaient nous, l'esprit. Voilà. Comme vous le voyez, la position de l'âme est de nature médiatrice entre ce qui est du domaine strictement matériel, le corps, et ce qui est du domaine plus ou moins strictement spirituel, l'esprit. Et donc, dans la vision du monde grec, la capacité d'harmoniser ces comportements est due à la bonne activité d'articulation de l'âme, qui agit un peu comme un genou, si vous voulez, hein, et qui permet d'amortir les nécessités et les contraintes pour pouvoir relier la nature spirituelle de l'homme et sa nature matérielle. En 2 mots, si on supprime l'activité de l'âme, c'est comme si, pour nous, pour marcher, on supprime le genou. C'est-à-dire, rien ne peut s'articuler correctement, et c'est pour ça que l'essentiel des mouvements qui se produisent à l'intérieur de l'âme vont ouvrir des chemins qui permettent d'aller de l'homme extérieur vers l'homme intérieur, tel que le pensait le monde grec. Encore une fois, il y a d'autres perspectives et d'autres visions de la même réalité dans d'autres cultures. Et ce que je fais là, c'est, pour des raisons pédagogiques, choisir un modèle qui sert de support. Mais ça n'exclut aucune autre vision, bien évidemment. Les pythagoriciens avaient une conception très particulière de la musique instrumentale ou vocale. Ils considéraient que l'univers était né d'un son primordial. Les scientifiques pourraient dire aujourd'hui le Big Bang. C'est un gros son, hein, le Big Bang. Hein, bon. Mais on pourrait s'inspirer de cette idée avec la représentation dans un monocorde que Pythagore a utilisé pour pouvoir qualifier le son primitif dont la vibration va engendrer tout ce qui existe dans l'univers. Dans un 2e stade, une fois que ce son va retentir, en appuyant au milieu de la corde, dans le monocorde, on va donc diviser ce son primordial pour introduire la première dualité entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la première différenciation. Et, évidemment, à partir de cette différenciation dans le monde matériel, va s'exprimer le son primitif de la nature, qui est considéré comme une note
qu'on va appeler Fa. Beaucoup de traditions, notamment au Moyen-Âge, qui vont s'inspirer du modèle platonicien, du modèle aristotélicien, même de la conception de la musique, vont utiliser cette idée-là. C'est-à-dire que le nombre 3, vu du point de vue pythagoricien, va introduire le premier intervalle de quinte en musique. Considérant que tout ça, vu des pythagoriciens, ce sont des rapports entre des nombres. Et globalement, en décomposant cette note primitive audible, puisqu'apparemment les autres ne l'étaient pas, on va décliner ce qu'on appelle la gamme pythagoricienne des quintes, telle que je l'ai représentée là. C'est-à-dire des intervalles de 5 tons entiers entre deux notes qui vont balayer 4 octaves. C'est pour ça que le dernier Fa, qui est en bas, qui incarne la décade, le nombre 10, est le Fa 4, par rapport au Fa 0, qui est le premier ton initial. Ça va? J'essaie d'être le moins technique possible, mais vous verrez que c'est très important par rapport à la conception pythagoricienne de comment nous fonctionnons en termes de raisonnateur, puisque du point de vue de ces sonorités, nous sommes en permanence baignés, du point de vue des pythagoriciens, par ce qui reste de résiduel de ces sons primordiaux, qui constituent un environnement sonore qui nous est très familier, mais plus ou moins bien décodé. Par exemple, il est intéressant de remarquer que la nature reproduit ce Fa 0 à travers des sonorités très simples comme le mouvement des vagues dans l'océan et les sons qu'elle produit, le son produit par une ruche, si vous vous approchez, que vous écoutez, ou un essaim, voilà, le son produit par le vent qui agite les feuilles des arbres dans la forêt, et même si vous allez au balcon de Fourvière le matin tôt et que vous écoutez le son produit par la vie humaine et l'activité humaine dans la ville, on retrouve cette même tonalité. Autrement dit, nous sommes baignés dans un environnement sonore, dans une vibration qui constitue une des bases de notre architecture intérieure. Voilà pourquoi j'ai apporté cette introduction. Je vais demander à Benjamin et à Margot de nous faire partager un deuxième morceau. Ils nous seront utiles tout à l'heure pour que je donne quelques explications. Nous vous écoutons. Faut que tu expliques. Donc là, c'était un morceau de Bartók. Donc c'est un compositeur hongrois, mais c'est un compositeur qui a fait le tour des pays de l'Est pour prendre toute la musique folklorique, en fait, qui n'était pas écrite sur papier, et qui était uniquement passée à l'oral et qui était traditionnelle.
Ça fait partie des compositeurs qui ont fait surtout des pays comme la Roumanie, parce que ça c'est une danse roumaine, pour mettre sur papier et pouvoir transmettre la musique folklorique aux autres pays. Merci. Merci beaucoup. En fait, tout ce que j'ai à vous dire se résume dans ce tableau. Mais rassurez-vous, je vais le commenter. Je vous en prie, allez-y si vous voulez. Vous voulez prendre la photo, prenez la photo, c'est pas un problème. Ce que j'ai appelé les mouvements de l'âme est en fait une appellation incomplète. J'aurais dû dire, pour être plus précis, les mouvements de la conscience dans l'âme, ou à travers l'âme. En fait, il existe naturellement, dans notre capacité de nous relier à nous-mêmes, à la nature et aux autres, des postures intérieures que nous prenons de façon plus ou moins consciente et qui nous permettent de nous ouvrir, un peu comme une clé, une porte. On peut penser que c'est instantané de rentrer en contact avec soi-même ou avec d'autres personnes. Non, vous le savez bien, c'est indispensable. Il y a une posture intérieure à adopter. Voilà. Et cette posture intérieure va activer, en fait, les trois liens principaux qui nous permettent de nous relier, c'est-à-dire de faire de nous plus qu'un individu, mais un individu relié à d'autres êtres. Pour pouvoir faire cette posture, j'ai utilisé 3 axes. Alors pourquoi 3 axes? Mais parce que ça ne restreint pas d'autres mouvements, mais ce sont les axes principaux qui se manifestent dans la nature pour nous. L'axe vertical, monter et descendre, l'axe horizontal, à droite et à gauche, et l'axe transversal, devant et derrière, ou aller en profondeur ou en superficie dans les choses. Voilà. Ce sont des phénomènes très physiques et très simples, très accessibles. Pour pouvoir comprendre comment notre âme fonctionne, de façon à se syntoniser avec l'architecture de l'univers, il faut expérimenter de façon consciente ces mouvements. En général, ils sont plus ou moins spontanés suivant les individus, ce qui qualifie le caractère de chacun. Mais, si on veut, on va dire de façon utile, trouver l'itinéraire intérieur qui permet de les activer à volonté et de façon pleine et entière, il est utile de bien comprendre ces mouvements. Parce qu'ils se coordonnent tous les trois pour en créer d'autres. D'accord? C'est-à-dire que notre activité humaine, au global, est en permanence une combinaison de ces 3 mouvements, dont le plus important de tous est celui qui va vers le centre de nous-mêmes, qui est là, le croisement de ces 3 axes. D'accord? L'axe vertical, on peut le qualifier par ce qui nous permet de monter la conscience pour la décoller du quotidien et du présent. Autrement dit, si je fais un geste pastiche, on va dire que si je regarde mon papier comme ça, il y a très peu de chances pour que j'arrive à lire son contenu. Donc, je dois ajuster une hauteur, une distance du papier pour pouvoir lire son contenu. Notre rapport à la vie est le même. Si on considère que ce que nous vivons, c'est le papier, il y a une hauteur de conscience qui doit être optimale pour voir la réalité de façon la plus nette et la plus expressive possible. Et donc, ce mouvement va consister, de façon consciente, à s'élever pour se décoller
des événements, et de ce fait, voir dans le temps et dans l'espace comment ces événements se construisent. Vous savez bien que si je monte en altitude, l'horizon recule. Donc je vois un peu plus loin, et donc l'espace de conscience augmente. C'est comme ça que, c'est en montant, que l'espace de conscience augmente. Et dans le temps, c'est pareil. Si je suis collé dans le présent, si ma conscience est totalement prisonnière du présent, je ne peux pas voir une trajectoire, puisque être collé dans le présent, ça veut dire que je vois un point et pas une trajectoire. Je ne peux donc voir aucun passé et aucun futur en rapport avec les événements que je vis. De sorte que l'activité qui consiste à monter la conscience va permettre de augmenter le champ de perception, parce que je suis un peu plus haut, et augmenter ma perception dans le temps de la causalité de ce que je vis et de la destination de ce que je vis. D'accord ? Une trajectoire. Une trajectoire se décide. Pour le dire autrement, si je pose le micro au bord de la table et que j'ai les yeux au niveau de la table, je peux pas voir qu'il y a un bord à la table et que donc une des trajectoires possibles du micro, c'est de tomber de la table. Mais si je le nez sur la table, je peux pas voir ça. D'accord ? J'exagère un peu le trait là, mais c'est pour que vous compreniez que beaucoup de nos activités ne sont pas lisibles parce que leur perspective ne l'est pas. D'accord ? Donc, axe vertical, monter la conscience, augmenter le champ de perception temporel et spatial. Cette activité, du point de vue philosophique ou métaphysique, est considérée comme notre capacité de nous relier à l'univers, ce qu'on appelle le lien cosmique dans le tableau. Et une des vertus discipulaires qu'on trouve dans beaucoup d'enseignements philosophiques est en rapport avec la dévotion, c'est-à-dire l'aptitude à aimer et faire confiance. Voilà, faire confiance à la vie, au sens large. La divinité qui gère, du point de vue du modèle grec, cet axe vertical, c'est Apollon. C'est paradoxal, parce qu'Apollon régit l'harmonie, mais il est aussi, d'une certaine manière, l'inspirateur et le maître de la cité, c'est-à-dire de l'harmonisation collective entre les hommes. Mais on y reviendra. Et du point de vue de la musique, il gère l'harmonie, ou il produit l'harmonie. Ça va pour l'axe vertical ? Axe horizontal. Évidemment, on peut considérer que il est possible de s'isoler de l'environnement et on peut même le représenter physiquement. D'accord ? C'est différent, c'est mon micro qui est pas content. C'est différent de se replier comme ça physiquement ou de s'ouvrir, de se dilater, d'ouvrir le cœur. Donc aussi de s'exposer, parce que si je fais ça, je suis exposé. Là, je suis protégé, d'accord ? Là, je suis exposé. Donc, globalement, il va être très difficile, si on se protège, si on est en repli complet, de s'ouvrir aux autres et de s'enrichir des différences. Pour des raisons évidentes. Parce que c'est ce qui est différent de nous qui va nous enrichir, et pas ce qui nous ressemble. Si je suis fermé, je peux pas. Et donc, par rapport à ça, pour intégrer les différences, ouverture du cœur, axe horizontal, en relation avec le lien social, parce que c'est ce qui nous permet dans la société de nous rapprocher des autres, et évidemment la notion de service, c'est-à-dire se sentir redevable aux autres. La divinité qui évidemment est en rapport, qui est un peu l'autre face d'Apollon, c'est chez les Grecs Dionysos, qui est un des dieux de la danse, mais en général est plus connu sous sa forme Bacchus, en tant que dieu de l'ivresse. Mais c'est un aspect, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et en particulier celui de se relier pour danser avec les autres. Voilà. Ce qui évidemment aujourd'hui est un peu différent, parce que
l'activité de danse collective a un peu disparu de notre modèle social. Mais dans d'autres cultures, ça existe encore, heureusement. Et ça reviendra, ça reviendra. Et c'est évidemment le rythme qui engendre tout ça dans la musique. Enfin, le lien transversal qui permet de sortir de la superficie des choses pour rentrer à l'intérieur des choses. Autrement dit, ne pas se contenter des apparences, dépasser les apparences pour gratter ce qu'il y a derrière et voir un peu plus la réalité. C'est évidemment ce qui nous permet d'échapper à toutes les opinions, à tout le prêt-à-penser, à tout ce qui construit en fait l'apparence du réel, mais qui n'est pas le réel. Et qui nous piège de façon systématique, comme disait Platon. C'est un peu le mur de la caverne dans lequel on voit les ombres bouger. Hein. En fait, c'est complètement les apparences. Ce n'est pas la réalité. Donc, pour permettre de rentrer en profondeur dans les choses et d'activer le lien individuel, et de travailler sur la compréhension profonde de nous-mêmes, de l'univers, c'est pour ça qu'on parle de l'investigation, mais au sens philosophique du terme, on met en rapport une divinité moins connue qui s'appelle Orphée dans le monde grec. Et c'est le timbre ou la mélodie qui construit cette activation, on va dire, du mouvement de l'âme. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créateur d'un morceau de musique, il va tenter, dans sa composition, de nous communiquer quelque chose. Et évidemment, ce quelque chose, c'est pour partie ce qu'il est lui, en tant que créateur, mais pour partie aussi, et probablement la plus importante, ce que lui a capté de la réalité du monde, en fonction de son propre parcours. Et donc, la construction musicale, la construction mélodique, le timbre, le rythme, tout ça n'est en fait qu'un ensemble de données, mais c'est pas pour le minimiser, mais ce sont des données que nous allons recevoir et qui vont naturellement agir à l'intérieur de nous pour impulser des mouvements de la conscience dans l'une des directions que je viens de vous indiquer. Ça va? Bien. Le tout premier morceau, la méditation de Thaïs, que Benjamin et Margot ont joué tout à l'heure, selon vous, c'est quel mouvement de l'âme? Dominant. Alors? Vertical? Tout le monde est d'accord sur vertical? Ah, il doit y avoir des raisons. Oui, c'est l'axe transversal. C'est l'axe transversal. Oui, c'est l'axe transversal. En général, les tonalités mineures pour les musiciens et ce type de construction musicale est significatif d'un mouvement qui va de dehors vers dedans, c'est-à-dire une forme d'introspection. Vous avez des équivalents très puissants dans beaucoup de concertos pour piano de Mozart, et en particulier le 23, dans lequel l'andante est, on va dire, un chef-d'œuvre dans le mouvement de l'âme vers l'intérieur. Et toutes les turpitudes que l'âme va vivre pour arriver à la résolution. Voilà. C'est beaucoup d'éléments dans l'œuvre de Mozart sont construits très précisément sur ce modèle-là, en tant que guidance ou tentative de passer un message de guidage pour celui qui écoute. D'accord? Et celui d'après, le Bartók? Alors, qu'est-ce qu'il dit le musicien? Absolument. C'est rythmé, c'est dansant, c'est une danse. Donc, ça favorise l'ouverture et se tourner vers les autres, avoir envie de bouger. D'accord? Alors, on va continuer avec l'axe vertical, peut-être.
Merci. Bien fort pour que tout le monde entende. C'était un extrait du concerto pour violon de Sibelius. Donc Jean Sibelius est un compositeur finnois de Finlande. Et cet extrait, ce premier thème, ça a été directement inspiré de son observation profonde de la nature en Finlande. Donc il faut imaginer un décor enneigé, très vaste, petite forêt. Et donc voilà, c'est une musique qui caractérise vraiment le paysage de son pays, donc la Finlande. Ce premier thème, c'était juste le début du premier thème. Merci. Donc vous avez, ça c'est typiquement l'axe vertical. En général, des tonalités plutôt aiguës, en général des tonalités majeures, avec des rythmes relativement lents, et on va dire quelque chose qui est naturellement un sentiment d'élévation, bon, qui est assez commun à d'autres pièces musicales, mais disons que dans ce cas précis, on voit se dessiner quelque chose, comme il l'a dit, un paysage, donc quelque chose qui donne une autre dimension, une autre réalité. On voit les choses de plus haut, en d'autres termes. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? Voilà. Donc là, on va dire qu'on a fait le tour du sujet en termes d'explication, mais l'essentiel n'est pas là. Tout ça sont des moyens, on est d'accord? On peut confondre les buts et les moyens. C'est quelque chose qui est assez commun dans le comportement humain. La musique est un moyen. Voilà. Évidemment, ça peut être, on va dire, totalement scandaleux ce que je raconte pour un musicien professionnel. Mais en tant que philosophe, pour moi, la musique est un moyen. Moyen pour quoi faire? Pour parcourir un itinéraire qui est celui que j'ai évoqué tout à fait au début, qui est celui qui va de l'homme extérieur vers l'homme intérieur. Pourquoi ce parcours est-il si important? Eh bien parce que pour exprimer notre nature profonde, pour être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'univers, il y a deux choses qui sont capitales dans la voie philosophique. La première, c'est trouver sa place. Ça a l'air simple, mais trouver sa place dans sa vie, trouver sa place dans l'univers, trouver sa place avec les autres, c'est pas spontané. Ça peut prendre toute une vie, voire plusieurs vies. Mais si on peut trouver sa place, il restera encore une autre chose à faire. C'est jouer un rôle. C'est pas suffisant de trouver sa place. Il faut jouer un rôle. Et si on trouve sa place à l'extérieur de soi, ça veut dire d'abord qu'on l'a trouvée à l'intérieur de soi. C'est pas possible autrement. Et le rôle que nous avons chacun de nous à jouer dans le théâtre de la vie, il a comme nature qu'il ne peut partir que de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon, ça veut dire qu'on est esclave de l'environnement et des circonstances, et que ce sont donc d'autres volontés que la nôtre qui guident et qui conduisent notre vie. Si on veut, et si on a la prétention d'être le capitaine de son âme, comme disait Mandela, il n'y a pas d'autre chemin que de trouver son centre et à partir de là, exercer les modifications qu'on veut dans l'environnement. Puisque, comme je vous le dis, il y a deux possibilités. Soit c'est l'environnement qui nous modifie, soit c'est nous qui modifions l'environnement. Je pourrais résumer ça dans un schéma simple qui est celui d'une spirale. Qui va de l'homme extérieur vers l'homme intérieur. C'est-à-dire, on pourrait dire l'homme vrai, l'homme authentique. Ce qu'il y a de plus authentique en nous. Le conditionnement des circonstances fait qu'en général, on est, on va dire,
plus naturellement satellisé dans l'homme extérieur, dans l'ensemble des activités courantes de la vie. Et la nécessité de se recentrer, lorsqu'elle s'éveille en nous, va demander un parcours qui a la propriété d'être, sous cette forme-là, courbe. Pourquoi? Mais parce que l'homme extérieur, lui, il ne sait pas voir son futur autrement qu'à partir des moyens du présent. Peut-être c'est surprenant ce que je vous dis, mais l'homme extérieur ne peut pas envisager le futur autrement qu'à partir de là où il en est au moment où il le regarde. C'est un peu comme les prévisionnistes météo, hein, qui utilisent des modèles qui sont tellement anciens et périmés que, enfin, j'ai rien contre les météorologues, hein, c'est un exemple, c'est de la pédagogie, c'est de la pédagogie. Bon. Et donc, en utilisant des modèles qui sont plus adaptés aux circonstances climatiques, évidemment, les prévisions, elles sont comme elles sont. Voilà. Nous, on fait un peu pareil, c'est-à-dire que l'homme extérieur, lui, il fait des prévisions, mais en partant du présent. Et c'est très difficile. Parce que si je fais des prévisions de ma propre évolution à partir des moyens que j'ai aujourd'hui, je vais reproduire les moyens que j'ai aujourd'hui demain. Donc, j'aurai jamais de nouveaux moyens. Donc, je suis obligé d'envisager le futur avec des moyens que j'ai pas encore. Et qui vont naturellement m'aspirer vers des nouveaux comportements, des nouvelles compétences que je vais acquérir dans le futur. C'est pour ça que le chemin est courbe. Parce que l'homme extérieur, lui, il se projette dans le chemin en allant tout droit. Et donc, à un moment donné, sa projection, elle est hors du chemin. Et donc, il faut, à un moment donné, se réorienter. Quel est le mystère caché dans le verbe se réorienter? C'est qu'on cherche un nouvel orient, c'est-à-dire une autre source de lumière. Parce que s'orienter, ça veut dire chercher la lumière, hein, chercher l'orient. Donc, naturellement, quand mes repères ne fonctionnent plus dans ma trajectoire, quand mes repères sont inopérants pour résoudre les problèmes de mon présent, je suis obligé de chercher d'autres repères et donc d'autres moyens dans le futur. Et, bon an mal an, à travers une projection linéaire qui est le propre de l'homme extérieur, je vais apprendre à me réorienter de plus en plus souvent et à chercher mon parcours différemment. C'est à ça que m'a conduit la musique et que m'a aidé la musique, justement en donnant des repères intérieurs différents. Et la fameuse réorientation, là, a été pour moi facilitée par le message musical dans son aptitude à me faire voir la réalité d'un autre point de vue, plus élevé, plus ouvert et plus en profondeur dans les choses. Parce que c'est bien la combinaison de ces trois mouvements dont on parle. Plus élevé, plus ouvert et plus à l'intérieur ou plus en profondeur dans les choses. Voilà, pour résumer le sujet. Mais tout ça, c'est la prise de conscience que notre trajectoire, qui nous conduit vers le centre, c'est-à-dire qui nous conduit dans l'idée de trouver notre place et de pouvoir jouer notre rôle, c'est le nécessaire réorientation régulière, c'est-à-dire la remise en cause de nos acquis de façon permanente et la capacité d'assumer le risque de prendre un chemin inconnu par la réorientation qui va appeler de nouveaux moyens, qui va exiger de nous de développer des moyens qu'on n'a pas. C'est le seul itinéraire que j'ai trouvé pour pouvoir gravir cette espèce de spirale, en fait en hauteur, hein, c'est vu de dessus tout ça,
qui permet justement de combiner les 3 mouvements de l'âme. Voilà. J'ai demandé à Margot et à Benjamin de nous faire maintenant un enchaînement de 3 morceaux qui illustrent les 3 mouvements. Voilà, on va leur donner la parole. Mais explique celui-là déjà. Oui, donc c'était un morceau de Eugène Ysaÿe. Donc c'est un compositeur du début du XXe siècle. Mais donc un morceau s'appelle Mélancolia. Et donc c'est un compositeur qui s'est inspiré de Bach, le compositeur baroque. Il a écrit 6 sonates pour violon seul, inspirées directement des sonates et participales de Bach. Mais voilà, on n'est pas comment. Ça c'était Mélancolia, la deuxième sonate.
C'est un morceau qui s'appelle Black Eyes, donc c'est un morceau gypsy, une romance gitane russe. J'ai pas énormément de sous là-dessus, mais bon, c'est une danse gitane, quoi. C'est une musique traditionnelle pareil. On a bien vraiment envie de rester assis quand on entend ça. C'est le double, c'est dans les sonates et partitas de Bach, une pièce baroque les plus connues de Jean-Sébastien Bach au violon. Et donc c'est le double de la sarabande en si mineur. La sarabande est déjà une danse baroque qui a été mise en musique par Bach, et ça c'est le double, c'est la version 2 fois plus rapide. Merci beaucoup. J'aurais souhaité que Benjamin et Margot puissent exprimer le point de vue de l'interprète. Moi, je vous ai donné le point de vue de l'auditeur, dans les mouvements de l'âme et dans la conception philosophique que je vous ai donnée. Mais je pense que c'est différent, puisqu'il y a 3 partenaires dans cette histoire. Il y a le créateur, il y a l'interprète et il y a l'auditeur. Bon, le créateur, je suis désolé, j'ai pas pu les convoquer. mais au moins on a des interprètes et j'aurais souhaité qu'ils puissent nous donner leur avis et point de vue sur le sujet. Oui, ça marche. Oui. Ben, je pense que le point de fait d'être interprète, ça donne une responsabilité en plus, je dirais, par rapport à l'audience. C'est-à-dire que la musique va directement passer par les filtres de celui qui interprète la musique, que ce soit violoniste ou pianiste ou n'importe quel interprète. Donc il y a une responsabilité en plus du fait que le message musical et ce que transmet la musique va passer par les filtres qu'est l'interprète. Les filtres, ça peut être autant les doigts, la manière dont ça va vibrer, la manière dont le violon ou le piano va vibrer, en l'occurrence comment le violon va vibrer au niveau de mon cou. Et donc la façon dont l'interprète, la posture intérieure que va avoir l'interprète va directement jouer sur le message musical. Donc, le point de vue de l'interprète, il se doit de vivre le mouvement de l'âme qui est transmis par la musique. Donc, il se doit de connaître la pièce, il se doit de connaître quel est le message de la musique, de l'apprendre techniquement, d'apprendre bien sûr la pièce très bien, et au moment de se produire, de tout oublier finalement. Tout oublier pour pouvoir entendre comme un spectateur la musique à l'intérieur et comme de la distance par rapport au morceau pour pouvoir revivre comme l'audience le mouvement de l'âme que ça transporte. Donc, ce qui est en plus, c'est tout un tas de phénomènes psychologiques et physiologiques en plus, le stress, la peur de se tromper, la peur de jugement, tout ça.
ça fait que ça peut venir altérer le message, ça peut altérer le filtre qu'il interprète. Donc c'est là qu'il y a la responsabilité en plus, c'est qu'il faut se préparer, minimum. Il faut se préparer à vouloir laisser couler la musique, à transmettre quelque chose qu'on ne possède pas. Parce que le message musical, on le fait que le laisser passer, on ne l'a pas inventé. Hein. Par respect par le compositeur et pour la musique, on se doit de faire cet effort de laisser couler. Et voilà. Et pour ça, c'est moi ce que j'ai trouvé pour m'aider, c'est pour sortir des peurs que peut produire le fait de se produire, c'est de se connecter à un idéal. Et en l'occurrence, l'idéal du beau, parce que l'idéal de la beauté est transmise par la musique. Et le fait de se connecter et de vouloir transmettre la beauté dans la musique, déjà, ça change l'orientation, la vision. On joue pas pour nous, on joue pas pour montrer qu'on sait faire quelque chose, mais bien pour faire passer à quelque chose qui nous a été donné. Tu veux dire quelque chose, Margot? Je pense que ça a été très bien dit par Benji, et c'est un peu l'épreuve de dernière minute, parce que je n'étais pas au courant de cette question devant une audience si nombreuse. Non, ce que je pourrais ajouter, ou bien simplement redire autrement, c'est vraiment cette idée de... Il y a vraiment deux écoles. Est-ce que on cherche l'originalité, c'est-à-dire à se différencier les uns des autres par ce qu'on joue, et c'est beaucoup le cas aujourd'hui, on a beaucoup besoin de se sentir différents les uns des autres, ou est-ce qu'on se met au service de quelque chose qu'on ne possède pas et qui est plus grand que nous? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on laisse passer? Est-ce qu'on est simplement un canal de quelque chose qu'on reçoit, qui ne nous appartient pas, mais qu'on est simplement chargé de retransmettre dans le monde réel? Et c'est toute la difficulté, effectivement, d'arriver à la fois amener sa touche personnelle, parce qu'on a tous une touche personnelle d'interprète, et en même temps, sans se décoller du message musical tel qu'il nous arrive de plus haut. Et donc c'est tout l'enjeu du travail du musicien, que d'arriver à allier sa propre individualité avec cet idéal dont Benji tu parlais. Voilà, c'est ça que je pourrais rajouter. Merci beaucoup, Margot. Merci. Merci. Bon, je remercie beaucoup les deux musiciens d'avoir fait cet effort et d'avoir dépassé une autre façon d'interpréter la vie qu'à travers un instrument. Je crois qu'on vit une vraie époque de transition. On est en train d'aborder la réalité de façon plus crue et plus directe. Ce qui était des artifices dans le passé, aujourd'hui, ont disparu. Les masques sont tombés. Les illusions qu'on pouvait avoir sur les réalités du quotidien, pour la plupart des êtres humains aujourd'hui ont disparu. La réalité, comme je l'ai dit, est beaucoup plus directe. Et donc, on va dire que l'aptitude à jouer ce rôle dans la nature et dans la vie, que j'évoquais tout à l'heure dans ce que j'ai expliqué, elle est en fait assez simple. Est-ce qu'on est capable d'être authentique? Est-ce qu'on est capable de laisser de côté le masque, de laisser de côté les apparences? Est-ce qu'on est capable de faire confiance aux autres, de se faire confiance à soi pour être ce qu'on doit être? Comme ils l'ont très bien expliqué à travers leur expérience d'interprète. Et effectivement, notre rôle d'interprète de la vie, puisque nous sommes tous des musiciens dans notre façon de vivre, elle est exactement le même. Est-ce qu'on va essayer de se différencier à tout prix pour montrer de l'originalité ou une pseudo-identité construite par des modes, par tout un tas d'artifices dont Platon dirait qu'elles font partie de la caverne? Ou est-ce qu'au contraire, on est capable de se sentir investi d'un autre niveau de réalité, de se mettre au service d'un idéal, comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, et finalement de se placer comme un intermédiaire le plus transparent, le mieux construit possible,
pour que aussi bien le message musical que le message de la vie, ça c'est la dimension philosophique, puisse passer à travers nous de façon la plus limpide possible. C'est le prix de l'authenticité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à dépasser ces artifices, ces constructions artificielles, et il est très difficile, véritablement, de parler d'âme à âme, d'être capable de descendre au fond du regard de nos semblables et de leur donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ce qu'on peut leur apporter. Parce que cette expérience, on la vit tous ensemble. Et tant que cette conscience d'humanité ne nous est pas apparue clairement, c'est très difficile d'aider, c'est très difficile de participer, c'est très difficile de réorienter et de jouer ce rôle de transition que le destin nous réclame de plus en plus fort chaque jour. C'est ce que j'ai appris de la musique. Mon activité philosophique est venue dans un moment de ma vie où justement les questions essentielles se sont posées et où j'ai cherché des réponses. J'ai trouvé plusieurs itinéraires, plusieurs parcours, et à chaque fois la musique les a qualifiés, les a clarifiés aussi, et a donné un peu plus de sens. C'est-à-dire que la profondeur et la densité, j'ai pu les apprécier dans ma capacité de rester en contact avec la musique pour toute cette partie de vie. Et c'est ce que je peux vous inviter à faire, c'est-à-dire de reprendre votre contact avec la musique sur une autre base. Reconsidérer votre rapport à la musique en la mettant à sa place comme un médiateur, comme un moyen. Et en lui réclamant ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire pour nous accompagner dans notre parcours intérieur et pour nous donner une autre vision de la réalité. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? À musique? À musique, alors. Et on clôturera en les écoutant.
Ah oui, pardon. Donc c'était un autre morceau tzigane, cette fois-ci Deep Sorrow, c'est donc chagrin profond, si on prend pas en anglais. Je sais plus d'où ça vient, mais je crois que c'est russe aussi, c'est pareil, donc c'est une musique traditionnelle tzigane. Absolument. Bien, merci beaucoup. Et nous avons du temps pour échanger. Il y a un micro pour des raisons d'enregistrement qui peut circuler et qui va permettre de poser des questions, et on essaiera dans la mesure du possible de répondre, aussi bien Margot que Benjamin que moi-même. Nous sommes à votre disposition. Il faut qu'il y en ait un qui ait le courage d'ouvrir le bal, voilà. Est-ce qu'au niveau du jazz, par exemple, je suis désolé. Alors, monsieur, peut-être il s'était manifesté en premier, alors allez-y. Voilà, le micro arrive. Voilà. Au niveau du jazz, on peut reprendre les mêmes schémas de verticalité au niveau des deux autres axes. Oui. Aussi, c'est... Profondément, oui. Il y a, encore une fois, des genres musicaux divers et variés dans beaucoup de domaines. Lorsque la vocation de ces genres musicaux échappe le domaine de l'autopsychothérapie, hein, c'est-à-dire quand ça dépasse ce stade-là,
alors on peut parler d'expression musicale. Si évidemment la musique ne sert que pour se soigner et déverser ses turpitudes sur les autres, ses névroses, et j'en passe, ça n'a pas la vocation d'apporter un message musical. Mais dans le domaine du jazz, comme dans beaucoup d'autres domaines, j'insiste là-dessus, il y a des musiciens dont la vocation est de passer un message musical transcendant qui échappe à la problématique qui est la leur à titre individuel. Donc oui, effectivement, le jazz a vocation à la même logique, absolument. Merci. On a parlé tout à l'heure de tonalité, rythme, harmonie. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer sur les fréquences et le lien que certaines fréquences auraient sur l'âme? Bon, je suis pas physicien, donc. Mais je me rappelle avoir vu un documentaire il y a quelques années sur un chercheur qui utilisait un générateur de fréquences pour faire vibrer des morceaux de tôle sur laquelle il déversait du sable très fin. Et on voyait se dessiner, en fonction de la variation des fréquences, des formes géométriques très harmonieuses, absolument extraordinaires, qui d'ailleurs rappelaient les écailles de tortue. Et le physicien en question expliquait qu'il avait constaté que beaucoup de modifications de la géométrie en fonction de la fréquence se mettaient à dessiner des formes que la nature reproduit. Et c'est très étonnant, je me rappelle d'une image où il superpose une photo d'une carapace de tortue avec un de ses dessins obtenus par une simple vibration du sable sur une tôle, et ça se superpose, mais parfaitement. Et il dit, dans la nature, la géométrie du vivant se construit à partir de sons et à partir de vibrations. Et en fonction de la nature de ces vibrations, on obtient la construction d'un cristal de neige, on obtient la construction des taches de la girafe ou des stries du tigre ou du zèbre. Disons que tous ces phénomènes que la nature produit, disons, ont comme cause, dans sa vision du monde à lui, des gammes de fréquences diverses et variées. Voilà. Donc, oui, effectivement, certaines sonorités agissent sur nous. Pythagore travaillait la musicothérapie de façon permanente. Les textes qui ont été écrits par les néo-pythagoriciens, parce qu'évidemment, nous n'avons aucun texte contemporain, mais expriment l'idée que on pouvait regrouper un chœur chantant en faisant un cercle autour d'un malade, avec certaines mélodies et certaines psalmodies, produire des effets thérapeutiques sur la maladie. Donc effectivement, l'ensemble de notre être, depuis le plus subtil jusqu'au plus dense, est capable de percevoir les vibrations et est capable d'en ressentir les effets positifs. Malheureusement aussi les effets négatifs. Pour ce qui est de l'utilisation, disons, du bruit au sens large et des effets destructeurs qu'ils peuvent produire en nous. Bon, voilà rapidement ce que je peux évoquer sur le sujet. Je répondais à votre question? Pas complètement, peut-être? 5%. Mais alors, ce serait l'objet d'une autre conférence, peut-être. Merci de m'en excuser, on va pas évoquer plus pour ce soir. D'autres questions? Derrière? Alors moi, j'ai une petite question qui concerne l'improvisation musicale. Est-ce que il y a une différence, en fait, quand on se met à improviser la musique, lorsqu'on est tout seul à improviser la musique, ou quand il y a un public pour nous écouter? Quand on part du principe que la physique quantique nous a montré qu'on était tous reliés les uns aux autres,
est-ce que voilà, pour toi, il y a une différence entre improviser de la musique, la différence qu'il peut avoir entre improviser de la musique tout seul ou pour des personnes qui écoutent et qui se mettent dans une position d'écoute, voilà. Bon, il y a deux questions dans la question. Disons, il y a la question sur l'improvisation, à proprement parler, à titre individuel et sans public. Et la question, l'improvisation en face d'un public et la façon dont on se comporte vis-à-vis de ça. Bon, je pense avoir été assez clair sur l'idée que notre propre posture intérieure va induire des phénomènes de captation au sens large. C'est-à-dire que nous sommes tous en situation de pouvoir recevoir des informations de nature vibratoire en provenance de l'environnement naturel, mais en provenance aussi de nos semblables et des besoins qu'ils expriment. Quand je donne une conférence, quel que soit le thème, en général, j'ai préparé ma conférence sur un papier, mais dans les 3/4 des cas, je parle assez peu de ce que j'ai écrit, mais j'essaie de me connecter à ceux à qui je m'adresse pour répondre à leurs besoins. Et généralement, le résultat de la conférence, c'est un espèce de moyen terme entre les besoins qui s'expriment de diverses façons du public que j'ai en face de moi et le message pour lequel je suis venu parler. Voilà. Et je pense que c'est la même chose pour la musique. Alors, le public va influencer de façon naturelle quelqu'un qui improvise la musique. Mais pas seulement. Il va influencer aussi quelqu'un qui interprète de la musique codifiée, qui n'est pas improvisée. C'est-à-dire que les prestations qu'ont fait Benji et Margot tout à l'heure, qui témoignent d'une vraie authenticité de musicien, viennent aussi de vous. Et donc, on est dans cette permanente recherche d'une relation d'harmonie, finalement, qui va s'exprimer dans l'improvisation. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Une autre question? On a un peu de temps encore? 5 minutes? Oui? À votre avis, combien de compositeurs contemporains ou plus classiques avaient ou ont conscience de créer ce moyen qu'est la musique, ce moyen dont vous avez parlé, donc ce moyen d'atteindre via un parcours son homme intérieur? Est-ce que certains compositeurs en ont conscience ou alors est-ce que ce n'est que de l'interprétation pour le coup lors de l'écoute? C'est difficile de répondre à votre question. Il faudrait pouvoir dialoguer avec les créateurs et les interprètes. Par exemple, qui avaient conscience lors de leur travail de création de produire un moyen. Je suis pas capable d'abord parce que je suis pas un créateur de musique, donc je peux pas me substituer à eux. Ce que je peux traduire de ma propre expérience et de ma propre écoute, c'est que certains musiciens, plus que d'autres, expriment un contenu qui dépasse une architecture musicale simple. Et donc, la construction intérieure de leur œuvre va produire, lorsqu'elle produit en nous un autre état de conscience, on peut dire, avec une quasi-certitude, que, avec un niveau de conscience qui est difficile à mesurer, ils ont fait un peu plus qu'écrire de la musique. Je parlais de l'œuvre de Mozart tout à l'heure. Bon, on n'a pas choisi ça pour ce soir, mais dans beaucoup d'œuvres de Mozart, il y a cette dimension qui est sous-jacente, et j'irais presque à dire qu'elle est permanente dans la totalité de l'œuvre du compositeur. Mais pas que, hein, je dis ça parce que je suis pas non plus ni un spécialiste, ni
je n'écoute pas que Mozart, mais disons que lorsque, c'est comme un tableau, lorsque un tableau ou une sculpture réveille autre chose que simplement une émotion esthétique, lorsque l'œuvre qu'on a en face de nous éveille un sentiment supérieur, qui est celui du beau, et de nous connecter quasi instantanément à cet idéal du beau, c'est véritablement qu'il y a un message qui dépasse le cadre de l'œuvre, qui est dedans. Et lorsque vous écoutez plusieurs musiciens, lorsque vous allez dans un musée d'art et que vous regardez des tableaux, vous l'avez tous vécu, certains nous touchent beaucoup plus profondément que d'autres, ou des sculptures nous touchent beaucoup plus profondément que d'autres. C'est-à-dire qu'elles réveillent en nous des dimensions de la conscience qui étaient plus ou moins endormies ou pas révélées et qui d'un coup remontent à la surface. Voilà. C'est pour ça que je fais la différence entre le vécu d'une émotion esthétique et la perception du sentiment du beau. L'émotion, elle est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vers l'intérieur. Le sentiment supérieur du beau, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se projette vers l'extérieur et qui nous met en contact avec une réelle dimension différente de ce que nous sommes. Voilà. Pour le point de vue du créateur, il faudrait interroger un compositeur pour le sujet. Une dernière question? Est-ce que, d'après vous, lorsqu'on écoute la musique enregistrée, ça a le même impact que quand on l'écoute jouer devant nous? Je pense que la réponse est contenue dans la question. Hein. J'ai aucun doute là-dessus sur la présence de musiciens. Quand je dis présence, c'est pas seulement de la présence de l'instrument, c'est la présence de l'interprète qui établit la relation avec le public et qui est indispensable. À part ça, écouter sonner un violon, bon, je parle pas, je suis désolé. On a fait des essais pour monter un piano à queue ici. On était bloqué dans l'escalier. Alors après, on a pris un quart de queue, on a essayé de passer par là, c'était bloqué aussi. Et donc non, c'est une blague. Non, je suis désolé pour le son du piano, je suis désolé aussi pour Margot que j'impose de jouer avec un piano électrique, mais le son du violon de Benjamin, c'est l'âme du bois qui est en train de parler, en même temps que l'âme de l'interprète et en même temps que l'âme du créateur. Donc on est en contact très intime. J'insiste sur l'idée du timbre que j'ai évoqué dans le tableau tout à l'heure et qui est en rapport avec l'axe transversal. La même mélodie, hein, dans la même tonalité, jouée avec un violoncelle, une trompette ou un autre instrument d'une autre nature, n'aura pas le même impact sur nous. Chaque instrument, avant, à cordes frottées, à cordes frappées, va avoir une intensité différente de par la nature vibratoire qu'il émet, c'est-à-dire son timbre, comme notre timbre de voix, qui est notre identité. Aucun violon ne fait le même son, parce qu'il n'a pas le même timbre, pas plus que les pianos, pas plus que les trompettes, et pas plus que n'importe quel instrument. Si le luthier, qui l'a fabriqué, qui a joué son rôle aussi, en mettant de sa propre âme dans l'instrument, a joué son rôle complètement, et si c'est pas une usine ou un robot qui a fabriqué l'instrument, bien évidemment qu'il y a une part de celui qui a fait l'instrument qui est dedans, qui est dans l'interprétation, qui est dans l'auditeur, et qui est dans la création et la transmission du message musical. Tout ça fait partie de notre relation avec l'environnement, avec l'univers. Et la nature d'ouverture que nous pourrons développer dans nos vies va nous rendre beaucoup plus sensibles, beaucoup plus perméables à ces subtilités.
on a tenté de nous faire avaler la musique compressée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle appauvrit notre sensibilité. Le fameux MP3. C'est la honte absolue pour la musique. Je pourrais vous expliquer en détail comment on fabrique de la musique compressée. Mais si vous avez l'opportunité d'écouter des musiques enregistrées non compressées, avec des fréquences d'échantillonnage suffisantes pour ne pas appauvrir le timbre d'un instrument, et que vous écoutez les deux, vous allez vous rendre compte ce de quoi on nous ampute petit à petit. C'est-à-dire comment on nous tire vers la médiocrité, comment on appauvrit notre sensibilité auditive en nous bombardant des formes de musique qui sont amputées d'une partie de leur réalité. Et ce qui est le plus affecté dans la compression, c'est le timbre des instruments, ce qu'on appelle les harmoniques. Parce qu'il y a le son dominant qu'on entend quand Benji frotte la corde de son violon, mais il y a ce que chante le bois. Et ce que chante le bois, c'est un orchestre entier. C'est plus une note, c'est un orchestre entier qui est derrière. Voilà. Donc, faites l'effort de ne plus écouter de musique compressée. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que votre oreille va développer des niveaux de sensibilité de plus en plus élevés. Ça va de pair avec l'appauvrissement dans des tas d'autres domaines de la culture. Ce que je vous explique pour la musique compressée, c'est valable pour la littérature compressée. C'est valable pour d'autres domaines de la culture et un vrai appauvrissement complet de la sensibilité, qui évidemment va rendre plus difficile les mouvements de l'âme, parce que tout ça est fait aussi pour accompagner les mouvements de l'âme. Certaines fréquences et certains timbres ou certaines harmoniques du violon, lorsque Benjamin joue, produisent des effets très profonds à l'intérieur de nous. Et c'est de ça dont on risque de se priver si on rentre dans une logique différente. Voilà. Oui. Toute musique numérique est compressée du coup ou... Non, la compression, non. Alors la musique numérique, c'est nécessairement une conversion dans une modélisation de la musique qui ampute une partie du contenu, dans tous les cas, qu'elle soit compressée ou pas. C'est pour ça que de plus en plus de gens reviennent au vinyle, parce que la conversion analogique du message musical est beaucoup plus complète au niveau du timbre. Voilà. Mais certains procédés de numérisation, grâce à des techniques beaucoup plus évoluées, beaucoup plus sophistiquées, arrivent à s'approcher de la complétude des harmoniques. Mais d'abord, c'est des expériences qui coûtent relativement cher et qui nécessitent des intermédiaires. Parce que entre le violon et le micro, qui est le procédé de captation, et la restitution, quand vous regarderez sur Internet, sur notre chaîne YouTube, la conférence de ce soir, parce qu'elle va être, je vais la convertir et la mettre sur notre chaîne, vous verrez que évidemment les contraintes numériques rétrécissent la densité du message musical. Voilà. Même si on fait tous les efforts pour essayer de... Voilà. Donc, oui, évidemment, allez dans les concerts, allez dans les salles de spectacle et mettez-vous en contact avec la totalité de ce que transmet un instrument. N'importe quel instrument d'ailleurs. On va s'arrêter là peut-être pour ce soir.